Salut André, comment vas-tu? Écoute, comme je dis tout le temps, Ouais, on est on fait aller puis on fait avec. exact, exact. Ben, on est là pour, comme tu sais, on est là pour parler de Fernando Solanas. J'allais dire la disparition du cinéaste et figure culturelle de l'Argentine et politicien et ambassadeur de la culture cinématographique de l'Argentine, Fernando Solanas, qui est disparu à 84 ans au début du mois de novembre. Toi, André Paquet, bon, tu as été employé de la Cinémathèque, un employé historique de la Cinémathèque. Au milieu des années 70, tu es un des principaux organisateurs des rencontres internationales sur le nouveau cinéma Mhm. en 74. Ok, bon. Et à cette occasion-là, tu rencontres Fernando Solana. C'est peut-être pas la première fois, mais j'aimerais bien que tu me parles un peu d'abord de cette rencontre, en fait de deux rencontres. La rencontre avec son cinéma, d'une part, là, en premier lieu sûrement, peut-être avec L'Heure des Brasiers, qui est son film, son premier grand film politique de la fin des années 60. Et ensuite, ta rencontre plus avec l'homme et l'artiste. Ben, la rencontre avec à la fois le film et le réalisateur, elle remonte à, si mon souvenir est bon, en tout cas, parce que des fois, on se perd dans les souvenirs. Oui, on est d'abord dans la conversation. Ça se peut que tout ne soit pas hyper précis, mais on est Oui, ben c'est ça, dans oui. le parti pris de la conversation. Donc, c'est 71, en fait, au Festival de films de Pesaro, qui était à l'époque un festival très, très, très suivi par bon, tout ce qui bougeait dans le cinéma à l'époque, évidemment, la nouvelle vague, les nouvelles vagues européennes. Et la nouveauté à partir de 69 à peu près. Je pense que Solanas avait présenté La Hora de los Hornos, il l'avait présenté à Pesaro en 68. Donc, tout de suite après les événements un peu partout en Europe, là, les mouvements de 68. Mm-hmm. Il est revenu en 71. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la première fois. Ça a été un contact très, très, très rapide parce qu'évidemment, c'était un peu la coqueluche et la vedette de l'heure, si on peut dire, avec le film et tout ce que le film charriait comme débat, etc. Donc, on s'est vu très rapidement là, mais ma vraie rencontre avec lui, elle remonte à 74, au moment où je parcourais une bonne partie de l'Europe à pas de course, si on peut dire, pour organiser les rencontres qui ont eu lieu à Montréal en 74. Donc, en 74, il faut se rappeler aussi que c'est la révolution des œillets au Portugal. Moi, je partais de Montréal, je crois, au mois de mars ou quelque chose comme ça, mi-mars 74, pour aller d'abord au Portugal. Mon vol était retardé à cause des événements à Lisbonne, si bien que je me suis retrouvé à Montréal, à passer une nuit additionnelle à Montréal. Je suis reparti le lendemain matin. Et le lendemain matin, il y avait une tempête de neige à Montréal et je n'ai pas pu partir encore une fois. Donc, c'est 2 ou 3 jours après que je me suis retrouvé à Lisbonne. Et pour faire, to make a long story short, comme on dit, de Lisbonne, j'allais ensuite dans mon parcours directement à Rome. Et à Rome, j'avais un rendez-vous avec lui, avec Solanas, qui m'avait été arrangé par Lino Michiki, qui était le directeur du festival de Pesaro. Et donc ça a été ma première rencontre. Et Solanas était à Rome à ce moment-là parce qu'il était en train de travailler, je ne sais plus si c'est sur le montage ou de la synchronisation ou quelque chose comme ça, sur son deuxième film qui avait commencé à tourner là-bas en Argentine en 72, un peu donc après tout le mouvement de La Hora de los Hornos, et qu'il était en train de terminer à l'époque, ou en tout cas sur lequel il était en train de travailler au studio de Renzo Rossellini, qui est le fils de l'autre. Bien sûr. Qui l'avait hébergé là, qui avait hébergé Solanas là, avec toute, bon, avec une partie de son équipe en tout cas. Je me souviens plus si Gétino était là. Je crois que Gétino était là aussi. Mais moi, j'ai eu ma rencontre surtout avec Solanas. On a passé une journée ensemble où je lui ai un peu expliqué les tenants aboutissants, les idées, etc., etc. On a brassé les idées de ce que pouvaient être les rencontres de 74. Alors voilà.
To make a long story long. On sait que Solanas, tout au long de sa carrière, là, au-delà du personnage politique, en tant que cinéaste, a circulé entre la fiction et le documentaire. Donc, au moment où tu le rencontres à Rome, visiblement, il était en train de filmer son premier long métrage de fiction, si je ne m'abuse. Oui, ouais, voilà. Basé sur les écrits, les poèmes de Fierro, qui était un grand poète argentin du 19e, 18e siècle, quelque chose comme ça. Ou même, peut-être même avant, d'ailleurs. Et ce film-là, il va le terminer, mais il va le terminer en 78. Parce qu'en 76, il doit quitter à nouveau l'Argentine. C'est ça, il y a une nouvelle dictature qui s'installe. C'est la nouvelle dictature. C'est ça. Exactement. Et non seulement dictature, mais des menaces directes contre lui. Parce que, à cause de Aurora Sornos d'abord, et aussi à cause du tournage aussi de Los Hijos de Fierro, qui impliquait beaucoup la participation des syndicats. Et disons que Hijos, Les Fils de Fierro, est plus près de ses autres films après, les 4 films qu'il a fait entre les années 80 et 84, 85 à peu près, et puis plus près de ça que de L'Heure des Brasiers, en fin de compte. En termes de facture et en termes de thématique. Là. Puis au moment où il vient à Montréal, en 74, est-ce que tu considères que c'est à la fois le cinéaste de fiction et le documentariste qui intervient dans les échanges, ou c'est davantage d'abord le documentariste, compte tenu de l'hyperpolitisation de l'époque? Oui, mais je pense qu'avec L'Heure des Brasiers et tout le parcours de Solanas, il s'est retrouvé au centre de débats politiques que parfois il n'a pas toujours choisi. Au sens où, par exemple, à Pesaro, on l'a évoqué, je pense, quand on s'est parlé préalablement, là, oui. On a évoqué l'idée que à chaque fois qu'il présentait le film, on ne parlait pas trop de la démarche cinématographique et politique, mais on tombait toujours dans les questions du péronisme. Parce que les Européens n'arrivaient pas à comprendre, je pense en tout cas, qu'il y avait 2 péronismes. Il y avait un péronisme de gauche, puis il y avait un péronisme de droite. Et évidemment, Solanas était de gauche, puisque toute son œuvre, en fin de compte, a tourné autour des questions politiques, sociales et économiques, etc. Mais il reste que il y avait un péronisme de droite qui est celui qui l'a menacé, en fait, en 1976. Alors, c'est la raison pour laquelle il est parti à ce moment-là. Et oui, à ce moment-là, il s'est installé à Paris. Et donc, en 1974, quand il intervient, pour revenir un peu à ça, puisque ça nous permet plus facilement de faire le lien entre ta rencontre, l'histoire de la Cinémathèque et sa relation avec Solanas. Donc, comment il se positionne? Est-ce qu'il y a certains cinéastes qui sont présents avec lesquels il dialogue plus aisément? Est-ce qu'il est surtout en porte-à-faux avec les débats plus politiques dont on parlait, etc.? Il est un peu, si tu veux, le centre d'attention de tout ce qui est cinéma, ce qu'on appelait à l'époque tiers-monde, mais beaucoup plus, là, en fait, le cinéma latino-américain. À Montréal, si on regarde la page sur les rencontres qu'il y a dans le site de la Cinémathèque, il y a des gens d'Uruguay, du Brésil, d'Argentine, évidemment, de Colombie, du Chili, et évidemment de Cuba, beaucoup. Il y avait quand même une présence cubaine assez forte, en particulier Julio Garcia Espinosa, qui était un peu son pendant cubain sur le plan théorique, en fin de compte. Donc, il était un petit peu là, au centre de tout ça. Mon idée, quand j'avais organisé ces rencontres-là, c'était de mettre tout ce mouvement-là qui venait des pays du tiers-monde, comme on les appelait à l'époque, qui venait en fait des pays émergents, en fin de compte. Amérique latine, Afrique, moins l'Asie. L'Asie, on n'avait aucun contact et pas beaucoup de liens avec l'Asie. Donc, ça s'est centré surtout sur les pays arabo-africains, les Européens, les Américains et les Latino-Américains, comprenant évidemment l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud. Il y avait aussi des Mexicains à Montréal, que j'oubliais.
Donc, on s'est beaucoup centré autour de ces questions-là, en fin de compte, ici. Et encore une fois, à cause de la présence des Européens dans la salle en 1974, le discours a bifurqué sur le péronisme, et si bien que, comment je te dirais, après deux jours de discussion, les Latino-Américains m'ont demandé de séparer les participants. Eux voulaient mettre au point leur stratégie ensemble et revenir à la table une journée ou deux plus tard pour reprendre la discussion avec le reste des participants. Donc, on peut voir, je jouais vraiment avec du feu là, à ce moment-là. Parce que les discussions étaient très acerbes, par moments, très, très, très acerbes. Et j'avais peur que ça déraille, si on peut dire, et qu'on laisse complètement le cinéma de côté et qu'on s'embourbe dans une discussion politique qui était un peu stérile, en fin de compte, à l'époque, puisqu'on ne parlait pas toujours un peu de la même chose. Par contre, à son retour, après ces deux journées-là, à son retour, quand il a repris la discussion, à ce moment-là, il a demandé de faire un exposé qui est assez important, qu'on retrouve en partie et en pièces détachées dans le site de la Cinémathèque, et où vraiment il précise toute sa démarche par rapport à ce qu'il appelle le troisième cinéma.